Bonjour les amis, alors comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement ou plutôt de stress et de démotivation ? Si vous vous reconnaissez dans la deuxième catégorie et que vous attendez chaque semaine le week-end avec impatience, alors je vous recommande le parcours Chance, fidèle partenaire, comme vous le savez, de Métamorphose. La vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne nous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'un bilan de compétences. En 3 mois, avec l'aide d'un coach dédié, vous redéfinirez vos objectifs et renouerez avec ce qui vous passionne. Une fois votre projet défini, la communauté Chance, un collectif hyper engagé, sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Et un détail non négligeable, le parcours est finançable avec le CPF, votre compte personnel de formation. Alors si ce message résonne pour vous, passez dès maintenant à l'action. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Comment cheminer vers la résilience quand on subit des violences ? Comment réagir face à une agression ? Comment oser s'affirmer si quelqu'un me parle mal ou qu'on dépasse mes limites au travail et que ma santé physique et mentale est altérée ? Et pourquoi certains réussissent naturellement à se défendre et d'autres non ? Mon invité, consultant pour les risques psychosociaux en entreprise et dans des organisations publiques, ainsi que psychiatre, psychothérapeute en cabinet, témoigne dans son dernier livre « Savoir se défendre », publié aux éditions Odile Jacob, d'une expérience rare sur ces questions. Frappé de constater le nombre de personnes présentant des défaillances dans leur capacité à se préserver sainement, il nous propose des solutions pour développer une véritable immunité psychique. En partant d'une conscience accrue de notre fonctionnement psychologique, nous avons tous les clés pour savoir nous défendre, une capacité essentielle en ces temps incertains où les situations délicates ou conflictuelles tendent à se multiplier. Bienvenue Christophe Massin. Merci, bonjour. Alors dans votre livre, vous proposez une analogie entre le système immunitaire physique et l'immunité psychique. Est-ce qu'on peut rappeler premièrement aux auditeurs les principes essentiels de notre système immunitaire ? Notre système immunitaire, il vise à nous protéger des agressions, des infections. Et donc, c'est, on pourrait dire, une barrière qui s'oppose à laisser rentrer ce qui est dangereux pour nous. Donc, le système immunitaire, à la fois réagit immédiatement avec notamment la réaction inflammatoire, et aussi il apprend à réagir vis-à-vis de certains facteurs spécifiques en développant ce qu'on appelle les anticorps, c'est-à-dire une réponse ciblée qui est acquise. Et donc, le système immunitaire physique m'a donné le modèle de tout ce qui peut se passer au niveau psychique. Et dernière question sur le système immunitaire physique, c'est lui qui me permet de ne pas tomber malade ? C'est lui qui me protège dans une certaine mesure de la maladie. Et si j'attrape une maladie, donc je vais développer ces anticorps qui devraient déjà me permettre de me guérir au bout d'un moment et surtout de me protéger de rattraper la même maladie plus tard. Alors comment vous est venue l'idée de cette analogie entre le système immunitaire physique et cette immunité psychique qu'on pourrait aussi définir ? Eh bien, en observant, et dans le monde du travail et à mon cabinet, que tout le monde n'avait pas la même capacité à se défendre vis-à-vis des agressions ou de l'envahissement dans le quotidien des relations, qu'elles soient professionnelles et privées. Et comme l'immunité physiologique a 3 grands groupes de défaillance, le premier, c'est les gens qui ont un manque d'immunité psychique, une immunodépression. Le deuxième sont les gens qui développent des maladies auto-immunes, c'est-à-dire quand le système immunitaire se dérègle et attaque
les organes du corps. Et troisième groupe, les allergies, quand le système immunitaire se déclenche pour des facteurs qui en eux-mêmes ne sont pas dangereux et développe une réaction excessive qui rend malade. Et donc justement, j'ai observé, c'est ça l'analogie qui m'a frappé, c'est que j'ai observé sur le plan psychique des gens soit qui étaient sans défense ou avec des défenses très faibles face à l'agression, qui ne se rendent pas compte qu'on les agresse, qui se laissent maltraiter, donc comme les gens immunodéprimés, des gens qui, eux, s'agressent eux-mêmes, s'attaquent eux-mêmes, se critiquent tout le temps, se jugent, se sentent coupables, donc ils n'ont même pas besoin qu'on les agresse de l'extérieur, c'est eux qui se rendent psychiquement malades en s'agressant eux-mêmes. Et Mmh. puis des gens comme les allergiques qui vont avoir des réactions complètement disproportionnées par rapport à des faits ou des situations relativement anodines, comme s'ils étaient attaqués alors qu'en fait non. Mmh. Voilà, c'est cette analogie qui m'a frappé. Et comment je peux savoir que mon immunité psychique est malmenée? Alors, quand elle est malmenée par l'extérieur, je vais me sentir pas bien. De même que quand, notre immunité physiologique est débordée, je tombe malade. Si je suis débordé, mon immunité psychique est débordée, je vais ressentir un malaise, voire carrément des troubles, de l'angoisse, voire de la dépression. Donc je vais avoir des symptômes qui vont témoigner d'un déséquilibre intérieur sur le plan psychique, voire même avec un retentissement sur le corps. Mmh. Vous abordez dans le livre la notion de peau psychique, Oui. frontière invisible qui nous sépare du monde extérieur. Comment est-ce que je peux la renforcer, cette peau psychique, si on continue l'analogie avec l'immunité physique? On sait que notre immunité physique, on peut la renforcer avec un meilleur sommeil, avec une meilleure nutrition, en étant en mouvement. Cette peau psychique, comment est-ce qu'on peut en prendre soin? Il y a un processus qu'on appelle en psychologie le processus d'individuation, c'est-à-dire le Mmh. fait qu'un individu apprenne à se connaître lui-même, apprenne à sentir qu'est-ce qui est vraiment lui, ses valeurs profondes, qu'est-ce qui lui correspond. Donc, nous développons au fil du temps, on voit ça très bien chez les enfants, notamment à la crise de l'adolescence, où peu à peu va émerger un moi adulte, c'est-à-dire un moi qui sait un peu qui il est, à quoi il tient, qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce qui n'est pas bon pour lui. Donc cette peau psychique, justement, c'est le moi qui va la constituer en, en établissant une discrimination entre ce qui m'est favorable, ce qui me convient et ce qui n'est pas bon pour moi, voire ce qui est dangereux, destructeur pour moi. Processus d'individuation qui vient de Jung, si je ne me trompe pas? Où cette notion, effectivement, a été décrite par Jung, mais maintenant, je dirais, quelles que soient les écoles, on se rend bien compte, les écoles de pensée, qu'un être humain n'arrive pas constitué, mature, et qu'il va apprendre à devenir lui-même, quelle que soit la terminologie qu'on emploie, donc pour arriver à une maturité psychique. Donc cette maturité psychique, pour reprendre votre question, comment on peut la renforcer? Justement, c'est par cette connaissance de soi, c'est en s'exposant à des situations diverses et variées, la vie en général s'en charge, et en voyant comment je réagis, qu'est-ce que j'ai à apprendre. Donc, il y a cette notion d'apprentissage, de développer cette connaissance de soi au contact des circonstances de la vie, au contact des relations avec les autres. Quand j'observe que ma réaction ne me satisfait pas, je vais réfléchir, je vais observer et je vais en tirer un enseignement qui va m'apprendre à mieux répondre aux situations. Donc, cette immunité psychique va se développer par la confrontation à des situations variées où peu à peu, j'apprends à réagir d'une manière qui me satisfait. Est-ce que comprendre l'origine des troubles de mon immunité psychique fait partie de ce processus d'individuation? Alors, c'est sûr que quand je vais constater
des réactions qui sont pas satisfaisantes, soit une absence complète de réaction, je vais être amené à essayer de comprendre, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, dans une situation où on m'agresse, par exemple, je m'en rends pas clairement compte et puis je suis sans défense. Donc oui, ça va m'amener à m'interroger sur l'origine de cela. Est-ce que mes défenses ont été attaquées quand j'étais enfant? Les défenses d'un enfant, en fait, se constituent avec le soutien et la confirmation de son entourage et notamment de ses parents. Si les parents ne jouent pas ce rôle, si les défenses de l'enfant sont attaquées, niées ou culpabilisées, l'enfant peut se trouver démuni. Donc il y a une compréhension qui peut être nécessaire pour repartir de là, je dirais, où le processus s'est interrompu. Et donc les troubles sont-ils toujours d'origine, environnementale? Ou peut-on aussi évoquer certains facteurs génétiques? Alors, c'est un domaine où je dirais, là, ça demande de faire vraiment des recherches et donc je peux pas affirmer quelque chose dans ce domaine. Donc c'est vrai qu'on observe des enfants, des bébés qui, dès la naissance, présentent une vulnérabilité particulière à l'agression, une fragilité. Donc vraisemblablement, il y a une question de terrain, même de terrain physique, qui fait que certaines personnes sont plus fragiles que d'autres, mais l'environnement joue aussi un rôle extrêmement important. Donc Mmh. maintenant, on parle d'épigénétique, c'est-à-dire que la génétique, de toute façon, n'est pas inscrite dans le marbre, son expression est modulée aussi par l'environnement. Mmh. Et alors, sur l'environnement de l'enfant, vous décrivez dans le livre des situations d'envahissement, d'intrusion qui vont fragiliser, l'immunité psychique de l'enfant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et décrire ces situations? Oui, quand un enfant est exposé à un climat émotionnel qui n'est pas le sien, donc notamment un climat émotionnel qui provient de ses parents, ce climat prend beaucoup de place. Certains parents ne savent pas, je dirais, contenir, garder pour eux leurs états émotionnels, leur intimité et vont, comme l'enfant est très disponible, très à l'écoute de son parent, ils vont utiliser l'enfant comme un déversoir, soit délibérément, consciemment, soit même ils s'en rendent même pas compte. Ils s'expriment et l'enfant reçoit, je dirais, est inondé des états d'âme de son parent. Si en plus ce sont des états d'âme qui sont des états de mal-être, d'angoisse, de dépression, l'enfant absorbe tout ça comme une éponge. Et Mmh. donc, au lieu que son espace intérieur soit dévolu à ses propres états d'âme à lui. Et ce qui est le rôle des parents, c'est justement de préserver et d'amener l'enfant à devenir conscient de ses propres états intérieurs. Là, c'est l'état d'âme du parent qui va occuper cet espace au détriment de la vie intérieure de l'enfant. Et en plus, comme ça crée un malaise chez l'enfant, cet envahissement, lui, il va essayer de trouver des ressources pour que son parent, si le parent ne va pas bien, aille mieux. Mais vous imaginez bien qu'un enfant, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, Mmh. ce qui va accentuer encore son déséquilibre et l'amener à ne pas s'occuper de lui. Alors que le rôle de l'immunité psychique, justement, c'est d'être en mesure, peu à peu, de savoir se prendre en charge et veiller à ce qui est bon ou pas bon pour moi. Alors quel type d'accompagnement et de soutien, je peux aller chercher, si j'ai vécu ce genre de situation d'envahissement, d'intrusion? Bon, ben, bien sûr, ça peut être un travail thérapeutique. Si justement je constate chez moi vraiment des dysfonctionnements, une insuffisance à me protéger, à préserver mes intérêts dans ma vie, bon, dans un premier temps, je peux discuter avec mes proches, je peux essayer de voir plus clair, mais si je vois que je patauge, que ça ne s'améliore pas, malgré des conseils, malgré un soutien de mes proches, à ce moment-là, il peut être vraiment utile et bénéfique de bénéficier d'un accompagnement spécialisé par un psy. Mmh. Alors dans le livre, vous distinguez également les traumas, je dirais, évidents, comme ces situations d'envahissement,
d'intrusion qu'on peut avoir vécues en tant qu'enfant ou des traumas beaucoup plus graves, viol, agression. Mais vous pointez également du doigt une agressivité minimisée, banalisée, des petites intrusions dans notre immunité psychique de tous les jours que notre société porterait en elle plus que jamais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, dans l'agressivité, donc il y a dans l'échelle, il y a l'agressivité physique avec les coups, la violence, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus quotidien et extrêmement répandu, c'est, la violence verbale et notamment à travers un moyen qui est très destructeur, qui est le jugement. Le jugement, il est omniprésent dans tous les milieux et le jugement nous pénètre justement, pénètre en nous si on me dit: «Tu es nul, tu es pas intéressant, tu es mauvais, tu es quoi que ce soit». Ce jugement va me blesser bien sûr, mais surtout s'implanter en moi comme un corps étranger et se répéter. C'est-à-dire ce que j'ai entendu, si en plus ça provient de quelqu'un qui a une importance pour moi, ben, notamment un éducateur quand je suis enfant ou adolescent, un de mes proches, ou après si c'est un patron qui a une autorité. Donc tout ce qui va venir avec une certaine force, une certaine autorité, va s'implanter en moi. Donc cette dimension du jugement demande de prendre conscience, ça c'est un jugement, attention, ne prenons pas ça pour argent comptant, c'est du poison. Donc ça, on va le rencontrer aussi bien dans notre histoire que dans le banal de notre quotidien, parce que nous voyons dans un milieu professionnel, dans la famille, partout, les jugements. Dès que quelqu'un est pas content, insatisfait, il va accuser l'un ou l'autre et les jugements vont partir très vite. Donc on voit ça aussi dans des rapports avec le public. Si vous êtes à un guichet, vous n'êtes pas satisfait de ce que la personne qui est derrière le guichet vous répond, bah, tout de suite, vous allez lui envoyer des jugements. Mmh. Donc, c'est omniprésent. Et quelles sont les répercussions de ces agressions insidieuses? Bien, ça va miner deux choses. Miner d'une part la confiance que nous avons en nous et dans nos ressources. Ça va nous faire douter de nous. Chaque fois que je suis attaqué par un jugement, eh bien, ce jugement, j'ai tendance à le garder en moi et il va revenir dans mon esprit, même si on ne me le dit plus d'extérieur, comme un poison qui me dit: «Mais toi, t'es pas bien, toi, tu es ceci, toi, tu es cela». Donc il va avoir tendance à se répéter. Donc ça fragilise la confiance que j'ai en moi, ça fragilise l'estime que j'ai pour moi aussi, ça va taire et ça fragilise également l'affirmation. Or, l'affirmation est essentielle pour pouvoir se défendre. Si je commence à douter de moi, comment vais-je oser dire: «Mais là, ça ne me va pas, là, je suis Mmh. pas content» et prendre des risques? Donc c'est un travail de sape qui mine notre immunité psychique. Avez-vous aussi l'impression que les réseaux sociaux, qui sont une composante de plus en plus importante dans les sociétés modernes, portent en eux ces agressions insidieuses? Bien évidemment, en fait, toute communication qui passe par des médias de ce type, en fait, évacue la relation interpersonnelle. Mmh. Quand vous êtes dans une relation interpersonnelle en présence, c'est-à-dire avec la personne physique de l'autre, si vous avez quelque chose qui ne va pas avec un collègue, si vous êtes en sa présence, naturellement, il y a une régulation de par la présence physique qui fait qu'on ne peut pas dire n'importe quoi à quelqu'un à moins d'être extrêmement apporté. Mmh. Si on est juste en face d'un écran, cette régulation disparaît et donc on va réagir du tac au tac sans avoir cette protection naturelle et donc on va être facilement beaucoup plus agressif et puis juger l'autre sur une apparence, souvent sur un mot et on va cataloguer immédiatement et c'est important de voir comment les réseaux sociaux enferment quelqu'un très vite dans une image
positive, négative, peu importe, mais dans une image, en fait, qui n'est qu'une apparence, une surface qui ne tient pas du tout compte de la réalité véritable de la personne. Mmh. Alors, comment ces troubles de l'immunité psychique vont affecter nos relations interpersonnelles et même plus généralement notre qualité de vie? On a mentionné le manque d'affirmation, enfin la baisse de notre capacité à nous affirmer, mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On va voir que quelqu'un qui n'a pas une immunité saine, il est exposé à différents dangers. Il est exposé au fait d'être maltraité, il est exposé au fait d'être utilisé, manipulé, donc c'est déjà énorme. Ça peut être dans le travail, où quelqu'un peut se trouver surchargé, ne pas être respecté dans ses limites et qu'on le pousse tellement qu'il peut arriver jusqu'au burn-out et en plus en ayant lui l'impression que c'est lui qui est fautif et qu'il n'en fait pas Mmh. assez. Ça peut être dans les familles, dans les couples, où, une personne a beaucoup d'affirmation et d'agressivité et ceux qui l'entourent, vont en pâtir, vont être fragilisés, douter d'eux-mêmes, se faire, maltraiter. Donc ça a plein d'aspects. Ça a aussi des impacts sur la santé physique. Si on vit une maltraitance chronique, ça va avoir un impact sur le corps. On va somatiser d'une manière ou d'une autre. Alors je rappelle, hein, les 3 types de troubles de l'immunité psychique: l'immunodépression psychique, les maladies auto-immunes psychiques et puis les allergies psychiques. Dans le livre, on comprend bien comment on développe nous-mêmes ces allergies psychiques, à savoir des réactions disproportionnées face à des situations qui n'ont pas de danger réel. Mais quelles sont les allergies psychiques les plus courantes? Il y a des gens, une allergie très fréquente, c'est l'autorité. Mmh. Il y a des personnes qui, dès qu'il y a une règle, dès qu'il y a une personne qui a une autorité, ça immédiatement, ils sont dans la réaction, c'est-à-dire: «Ah mais c'est pas supportable», donc ils vont être immédiatement dans l'opposition, dans vouloir transgresser, vouloir attaquer cette autorité, refuser la règle. Voilà, ça c'est un exemple extrêmement, fréquent. Autre exemple très fréquent, des personnes qui voient le rejet partout. Mmh. C'est-à-dire que si on ne fait pas très attention à eux, si on leur donne pas des tas de signes qui les rassurent, un simple silence, une absence de regard, tout est interprété en fonction de: «Ah mais ça y est, on me rejette» Mmh. et la personne va chercher des preuves, même pas délibérément, c'est plus fort qu'elle, va chercher des preuves qu'elle est bien rejetée. Donc là, c'est prendre tout personnellement. Oui. Donc c'est là où on voit ce côté exacerbé de la défense où, ça y est, on me maltraite, on fait pas attention à moi, qui est, déjà irrité, je dirais, avant même qu'il se soit passé quoi que ce soit. Alors comment, si je me reconnais dans une de ces allergies psychiques, quelles sont les premières étapes qui peuvent me permettre de guérir et de retrouver une certaine forme de précision dans mon jugement sur les situations qui vont Mmh. me faire partir en toupie? Donc quand je constate que j'ai une hyperréactivité, déjà de voir: «Ah oui, c'est en moi». Parce que pendant longtemps, c'est complètement projectif. C'est-à-dire que je vais attribuer la cause à l'extérieur. C'est les autres qui me rejettent, c'est l'autorité qui est abusive, c'est, le monde qui est injuste et cetera. Donc je vais porter la responsabilité sur l'extérieur. Donc déjà la première chose, c'est de dire: «Non, c'est quelque chose en moi qui est hyperactif». Déjà de pouvoir reconnaître ça, c'est un grand pas. Mmh. Parce que si je vois que je suis hyperactif, je vais essayer à ce moment-là de dire: «Mais qu'est-ce qui se passe en moi? D'où ça vient?» Parce que souvent on est hyperréactif parce que dans le passé et souvent dans l'enfance ou l'adolescence, cette situation auquel on est sensible, si je prends l'exemple de l'autorité, si j'ai subi une autorité tyrannique, Mmh. dans ma famille,
un père ou une mère, ou un collège, une pension où j'ai rien le droit de faire, où je suis puni pour un rien, bah, forcément que je vais détester toute forme d'autorité. Donc si je ne me comprends pas, si je ne fais pas la paix avec des souffrances que je porte en moi, elles vont continuer à se manifester, en créant ces désordres et ces manifestations allergiques. Je dirais ce qui est un thème très classique d'un travail de psychothérapie. Et donc ces croyances, c'est ce que vous appelez aussi dans le livre les conditionnements profonds, n'est-ce pas? Voilà. Donc nos blessures, les abus, les situations difficiles auxquelles nous avons été exposés dans l'enfance inscrivent en nous, des croyances fondamentales sur nous-mêmes. Je suis comme ci, je suis comme ça, je suis aimable, je suis pas aimable, je suis important, je suis négligeable. Des croyances sur les autres, sur les hommes, sur les femmes, des croyances sur la vie qui est bonne, qui est dangereuse, qui est même pas, et cetera. Donc, nous avons un certain nombre de convictions profondes, souvent subconscientes, voire même inconscientes, qui vont guider dans la profondeur toutes nos réactions. Mmh. Alors vous venez de mentionner que, heu, le regard sur notre passé, sur nos traumas passés, c'est effectivement le fondement de la plupart des psychothérapies. Mmh. Mais néanmoins, dans votre livre, vous vous écartez aussi d'une vision qui serait uniquement centrée sur l'influence du passé. Je vous cite: «Je me suis rendu compte qu'attribuer à ces plaies anciennes l'entière responsabilité n'apportait pas une explication pleinement satisfaisante et limitait le processus de guérison». Oui, ça, c'est vraiment un point fondamental qui m'a été inspiré par la pratique. Mmh. Puisque je suis pas un théoricien, je suis un praticien et donc, bah, étant thérapeute moi-même, heu, bien entendu, je travaillais avec les personnes sur leur passé pour libérer les choses du passé, mais je me suis rendu compte qu'effectivement, si une personne qui souffrait d'un trouble de l'immunité psychique, si on ne s'intéressait pas au présent, mais comment je fonctionne au présent, comment je me défends, bah, je peux tout comprendre de mon passé. Si ça ne change pas dans ma manière de répondre aux situations et notamment des situations où je suis agressé, je ne vais pas aller mieux. Et il est absolument nécessaire de faire un travail sur le présent et de voir qu'est-ce qui dysfonctionne dans mes relations au présent et pas seulement chercher à libérer les émotions et apaiser les souffrances du passé. Mmh. Et alors est-ce que, vous auriez par exemple un exercice que tout le monde peut faire au quotidien pour analyser des exemples du présent justement, pour faire ce travail, heu, à partir de ce qui se passe là maintenant et non pas uniquement de ce qui s'est passé il y a 20, 30 ou 40 ans? On va constater que quand une situation nous affecte, souvent les situations qui nous affectent, ça a des échos dans notre passé. Ça vient réveiller des émotions du passé. Donc, je dirais, il y a quelque chose qui part en arrière. Et puis, il y a qu'est-ce qui se passe au présent? C'est-à-dire que j'ai à me demander, mais finalement, là, ce qui se passe au présent, qu'est-ce qui me pose problème? À quoi je peux dire oui? Vraiment oui, ça c'est d'accord. Et à quoi je ne peux pas dire oui, ça non, ça ne me va pas. Que j'ai vraiment à me questionner au présent pour prendre position. C'est-à-dire de voir toutes les situations de la vie peuvent se résumer à oui, non. C'est-à-dire à quoi, là, dans cette situation, j'ai à m'opposer, à dire stop, non, pas ça. Et ça, oui, ça, c'est d'accord, ça, je peux, ça, je veux bien, ça n'est pas mauvais pour moi. Donc, à avoir cette conscience et cette discrimination de ce que je peux accepter, ce à quoi je peux dire oui, et ce qui ne me convient pas, ce à quoi je dois dire non, dire stop. Et dans votre livre, il y a aussi l'action qui tient une place importante dans le processus de guérison, après la compréhension de l'origine des troubles, après, ce que vous venez d'expliquer, cette compréhension des situations présentes, il y a aussi se mettre en action. Quelle est l'importance de l'action dans le processus de guérison?
Mais justement, l'action va montrer maintenant, c'est OK. C'est-à-dire que je sois capable, je disais juste avant, déjà de voir avec quoi c'est vis-à-vis de quoi c'est oui, vis-à-vis de quoi c'est non. Donc ça, c'est la prise de position. Déjà, en amont de l'action, il y a je me consulte, je sens et je peux prendre position vis-à-vis de la situation. Et donc, à partir du moment où j'ai pu prendre, position, je vais agir. Et justement, l'action, c'est ce qui va me permettre de retrouver l'équilibre. Si l'action ne ramène pas l'équilibre, c'est que quelque chose ne va pas. Donc, je vais avoir le feedback après, après l'action. Tout le vivant fonctionne avec des boucles de rétroaction, ce que les Anglais appellent le biofeedback. Donc, si je fais quelque chose, je vais avoir un retour, ou à court terme ou à plus long terme, je vais avoir un retour de mon acte, de ma prise de position, et donc à la fois un retour extérieur. L'extérieur va pas forcément toujours être content que je prenne position, donc je ne peux pas me fier seulement à l'extérieur. Ce qui est important, c'est le retour intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qui, moi, à l'intérieur de moi, va me laisser en paix. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, j'ai dit ça, j'ai fait ça, et bien maintenant, je me sens en paix. Donc c'est un critère intérieur qui va me valider l'action. Et donc je parle d'action libératrice parce que à ce moment-là, dans cette action, j'ai exprimé ce que j'avais exprimé, j'ai dit ce que j'avais à dire, fait ce que j'avais à faire. Je sens que j'ai pris ma place, j'ai défendu ce que j'avais à défendre au mieux de ce que je pouvais. Donc c'est ça qui va me donner un sentiment de tranquillité, de paix intérieure. Mmh. Mais si j'ai perdu l'habitude de me défendre depuis longtemps, comment trouver le courage de l'action? Et voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas sauter directement d'un état de d'immunodépression, comme vous l'évoquez là maintenant, à une défense saine. Un des moteurs énergétiques de la défensive, c'est l'énergie de la colère. Mmh. Nous avons souvent une mauvaise image de la colère parce que nous mettons dans le même sac ce on pourrait appeler des emportements colériques et de la violence verbale, qui sont toujours nocives et destructrices. Destructrices pour ceux qui en sont la cible, mais même pas bonnes pour la personne qui s'emporte si facilement et qui se déchaîne de cette manière. Donc on met dans le même sac ça, ces emportements colériques, et une saine colère. Nos émotions fondamentales, la peur, la colère, la tristesse, ont chacune un rôle à jouer dans notre équilibre. Et la colère a un rôle bien spécifique. La colère, aussi dans le monde animal, on l'observe, ça sert à défendre son territoire, ça sert à défendre son intégrité, ça sert à défendre sa vie. Donc, ça a un rôle extrêmement important. Si on est complètement dépourvu de cette émotion, eh bien, on va être une proie. Mmh. Donc, heu, la colère n'est pas un but en soi, n'est pas un but pour écraser les autres, et je distingue la violence qui est contre l'autre d'une saine colère qui est pour préserver ce qui est sensible et précieux pour moi, ce qui est Mmh. pas du tout la même chose. Donc ça ne cherche pas à attaquer l'autre, mais à avoir une fermeté, une détermination pour pouvoir s'opposer à quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Donc les personnes qui sont déficiences immunitaires vont avoir besoin d'exhumer en quelque sorte leur colère qui a été complètement enfouie, et elles ne savent à la limite même pas ce que c'est que d'être en colère. Donc il y a tout un travail à faire pour déjà se demander: «Mais là, ce qui se passe vraiment, ça ne me fait rien, c'est sûr que ça ne me dérange pas». Donc il faut aller la chercher déjà en sentant: «Ben non, je vois bien que je suis pas bien là. Ce qui vient de se passer, ça ne me plaît pas au fond. J'aime pas qu'on me parle comme ça». Mais j'ai tendance tout de suite à banaliser, à dire: «Oh mais c'est pas grave, de toute façon j'ai l'habitude, c'est toujours comme ça». De pas laisser ce genre de discours intérieur
anesthésier et enfouir la colère, mais au contraire, aller la chercher en disant: «Mais est-ce que tu es sûr là que ça te fait rien? Est-ce que franchement, ça ne te déplaît pas cette manière de faire vis-à-vis de toi?» pour peu à peu faire ressortir la colère. En vous écoutant, j'ai l'impression que la colère, c'est l'expression de mon envie de survivre. Oui, tout à fait. La colère est une manifestation de vitalité. On va observer ça chez des personnes déprimées qui, justement, se critiquent beaucoup elles-mêmes, sont dans une auto-agression, tellement elles se jugent négativement, et donc toute leur colère est retournée contre elles-mêmes. Et quand Mmh. quelqu'un de déprimé commence à être en colère, c'est signe que la vie revient et qu'il commence à aller mieux. Mmh. Et pour rencontrer cette envie de survivre qui est au cœur de nos existences, de notre physiologie même, est-ce que, par exemple, les thérapies par le froid peuvent aider? On sait que de plus en plus de personnes, se tournent justement vers, ces expériences alors ça peut être la douche froide, ça peut être, des bains froids, mais qui justement vont, heu, susciter dans notre corps immédiatement cette envie de survivre. En fait, le corps est, je le dis dans mon livre, est un point d'appui précieux. Justement, on ne va pas répondre juste avec des stratégies, mentales, hein, en disant: «Ah, si tu es agressé, fais ceci, fais cela». Ça fonctionne pas bien. Nous avons besoin, pour nous positionner, d'avoir un appui corporel. Donc tout ce qui va me mettre dans le corps, si vous allez faire, un art martial pendant 1 heure, de la boxe, Mmh. ou même courir pendant 1 heure, vous allez constater qu'en revenant, vous avez un tonus qui n'est pas que physique, qui est aussi un tonus psychique, et que vous serez à même d'avoir plus de réactions à partir de cette activation physique que quand vous restez complètement passif physiquement. Donc oui, tout ce qui va réveiller le corps fait partie d'une stratégie d'ensemble pour réveiller notre réactivité. Et on renvoie les auditeurs et auditrices vers l'épisode de Métamorphose avec Wim Hof, le spécialiste du froid. Alors, enfin, Christophe, votre livre expose que ce qui fonctionne au niveau individuel l'est aussi pour nous tous en collectif. Qu'est-ce qu'on a à gagner à préserver notre immunité psychique au niveau sociétal? Nous voyons effectivement que les mécanismes au niveau collectif sont les mêmes et que les mêmes leviers vont être à l'œuvre. Quand en tant que personne, nous voyons justement l'influence des états émotionnels des autres, on voit ça avec les fake news, on voit ça avec tout ce qui circule sur internet. Ce sont des contenus qui ont une charge émotionnelle, et une charge émotionnelle qui très souvent vient solliciter les leviers de l'immunité. C'est-à-dire, les leviers de l'immunité, c'est qu'est-ce qui va présenter un danger et dont il faut se méfier. Donc toutes les théories du complot vont évidemment signaler les dangers et pour activer les leviers immunitaires chez les gens, et ça marche très, très bien. De même, les mouvements populistes vont faire la même chose. Attention, tel groupe humain est un danger pour nous, c'est comme un virus. Bon, on avait vu ça avec la pureté raciale, chez les nazis, et cetera. Donc il faut éliminer tout ce qui, est identifié comme un danger. Donc on utilise beaucoup les propagandes, et tout ce genre de mouvements vont utiliser les leviers de l'immunité pour nous manipuler. Donc c'est pour ça qu'il est tellement important, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que collectif, de prendre conscience de ces mécanismes pour ne pas se faire prendre par ça. Et qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon groupe d'amis, de ma famille ou même de mon entreprise pour créer ce cadre collectif d'immunité psychique? C'est avant tout une question de conscience. Nous sommes tout le temps absorbés, beaucoup, du matin au soir, par l'extérieur. Donc, avec peu, si vous quand je prends le métro, ce qui me frappe, c'est que 80 des personnes sont sur un écran de téléphone à regarder. Donc,
pas de très peu de temps où je suis sans rien faire à me demander qu'est-ce qui se passe, avoir une conscience qui observe et qui tire un peu les enseignements de la journée. Si je prends l'impact d'une nouvelle sur moi ou d'un contenu d'Internet, ben justement de veiller et de parler avec d'autres, de voir, tiens, comment ça m'affecte, quel trouble ça crée chez moi, et de pouvoir avoir une discussion critique avec ses proches pour ne jamais prendre les choses comme ça, au pied de la lettre, comme argent comptant. Nous avons besoin, l'immunité, c'est une barrière, c'est comme un douanier qui ne laisse pas rentrer ou sortir n'importe quoi, qui contrôle. Donc nous avons besoin de contrôler ce qui rentre et ce qui sort de nous, mais pas par une paranoïa, pour voir, non, c'est une question de préserver la qualité de notre être, préserver la qualité de notre vie, préserver la qualité de nos relations. Donc, voilà, c'est ne pas prendre les choses passivement sans cette conscience critique. Merci beaucoup Christophe Massin d'être venu aujourd'hui dans Métamorphose. On peut retrouver en librairie votre livre « Savoir se défendre » publié aux éditions Odile Jacob. Et nous allons tous œuvrer pour renforcer nos immunités psychiques. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosePodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.